Mesdames et messieurs, bonsoir. Un nouveau débat en direct sur Nile TV International. Ce soir, on va aborder deux sujets politico-économiques. On va parler de la NEPAD et on va parler de la situation à Gaza. Pour mieux aborder ces deux sujets, on a toujours le plaisir d'accueillir avec nous au studio Dr Ahmed El-Lessi Nassif, qui est écrivain et consultant international en économie et gestion. Bonsoir. Bonsoir à vous, madame. Alors, tout d'abord, on va parler de NEPAD. Le président Abdel Fattah el-Sisi a présidé aujourd'hui, via vidéoconférence, la 42e session du comité directeur des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine, NEPAD, avec la participation des chefs d'État et de gouvernement et des représentants des États africains membres de ce comité. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que cette réunion a porté sur les activités du NEPAD au cours de l'année 2024, notamment l'évolution de l'étude de faisabilité pour la création du Fonds africain de développement, ainsi que le deuxième plan décennal de la mise en œuvre de l'agenda de développement 2063, dans le but de surmonter les défis auxquels est confronté le développement du continent, comme les taux élevés de pauvreté et de chômage et la baisse des taux de sécurité alimentaire, de sécurité de l'eau et de l'énergie. La réunion a également abordé les efforts continentaux pour développer les infrastructures, les systèmes éducatifs et de santé, offrir des opportunités d'emploi aux jeunes du continent, stimuler les échanges commerciaux, faire face au changement climatique et les opportunités de coopération conjointe entre les pays du continent noir. Alors, docteur Ahmed El-Lessi Nassif, quelle est l'importance de cette session entre l'Égypte et les pays africains en ce moment crucial? Pour commencer avec, le dimension ou l'axe africain, c'est un axe important ou très important pour la diplomatie et l'économie égyptienne. L'Afrique, c'est un continent qui a 54 pays, qui a presque 500 millions d'habitants. C'est un marché énorme et a besoin de beaucoup de développement dans pas mal de domaines. Donc là, ça représente une opportunité qui est énormément importante pour l'Égypte. Ça, c'est sur le domaine économique. Et aussi sur le domaine diplomatique. On voit avec tout ce qui est en train de se passer ces jours dans le monde que on va avoir besoin ou c'est prudent d'avoir le soutien de nos confrères en Afrique avec une population, un nombre de votes pareil dans l'Union unie et dans pas mal des forums des organisations internationales. Donc là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de profondir nos racines africaines et l'Égypte est en train d'équilibrer sa position entre étant un pays arabe, un pays méditerranéen et en plus c'est un pays africain aussi et un pays islamique bien sûr. Donc c'est un des axes qui sont très importants pour l'Égypte et le poids de l'Égypte dans la diplomatie internationale. Et puisque tout est lié dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une telle réunion doit avoir des répercussions ou avoir des idées concernant la problématique de Gaza. Bien sûr, je pense que aligner nos confrères en Afrique dans la direction où des pays arabes et notamment l'Égypte et la Jordanie et l'Arabie saoudite, c'est énormément important parce que ça donne un poids assez lourd dans notre soutien de notre position, d'où est-ce qu'on est sur cette histoire de Gaza et les dernières propositions qu'on a entendu parler ou qui venaient des États-Unis spécifiquement. Et on passe, mesdames et messieurs,
au dossier de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, souligne que toute vision pour le lendemain à Gaza doit s'inscrire dans le cadre de l'unité de la Cisjordanie et de la bande de Gaza et doit inclure le retour de l'autorité palestinienne dans la bande. Abdelghati s'est dirigé hier vers Washington lors d'une visite officielle au cours de laquelle il devrait effectuer plusieurs rencontres avec nombre de hauts responsables de la nouvelle administration américaine et des membres du Congrès. Plus de détails dans ce compte rendu. L'Égypte insiste à la consolidation de l'accord de cessez-le-feu et à la mise en œuvre de toutes ses dispositions et de ses 3 étapes, ainsi que la nécessité de faire face à la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. Le ministre égyptien a réitéré la nécessité pour la population palestinienne de rester à Gaza pendant la première phase de relèvement et de reconstruction, soulignant la nécessité pour le peuple palestinien de recouvrer ses droits légitimes, au premier rang desquels son droit à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant et géographiquement connecté sur les lignes du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux références internationales. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères s'est dirigé hier vers Washington lors d'une visite officielle au cours de laquelle il effectue plusieurs rencontres avec plusieurs hauts responsables de la nouvelle administration américaine et des membres du Congrès. La visite du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati à Washington s'inscrit dans le cadre des démarches visant à renforcer les relations bilatérales et le partenariat stratégique entre les 2 pays. Abdelghati rencontre plusieurs hauts responsables de l'administration américaine et des membres du Congrès. La visite vise à renforcer les relations bilatérales et le partenariat stratégique entre les 2 pays et à mener les consultations sur les développements régionaux. La visite vise à renforcer les relations bilatérales et le partenariat entre l'Égypte et les États-Unis, selon le ministère. L'Égypte a annoncé dimanche qu'elle accueillerait un sommet extraordinaire de la Ligue arabe le 27 février pour débattre des derniers développements graves concernant les territoires palestiniens. Ce sommet se tiendra alors que l'Égypte a rallié des soutiens régionaux, dont ceux de la Jordanie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, contre le plan du président américain Donald Trump de déplacer les habitants de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie et placer le territoire palestinien sous contrôle des États-Unis afin de le reconstruire. La réunion, qui a pour objectif d'aborder les derniers développements graves concernant la cause palestinienne, a été convoquée après de longues consultations menées par l'Égypte au plus haut niveau avec les pays arabes ces derniers jours, dont la Palestine qui a demandé la tenue du sommet, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Ces consultations ont été menées notamment avec Bahreïn, qui préside actuellement la Ligue arabe selon le communiqué du ministère. Alors, Dr Nassef, l'Égypte a maintes fois déclaré qu'elle insiste sur l'accord de cessez-le-feu et à la mise en œuvre de toutes les dispositions des 3 étapes, ainsi que la nécessité de faire face à la situation chaotique à Gaza. Mais le président Donald Trump a affirmé que les Palestiniens n'auraient pas le droit au retour dans le cadre de son plan pour Gaza. Comment vous voyez ces déclarations de Donald Trump? Ce n'est pas moi qui le vois. C'est dans la loi internationale, et si je suis en train de lire directement, génocide, c'est un acte commis avec l'intention de détruire complètement ou partiellement une nationalité, une ethnicité, une race ou un groupe religieux. Donc, c'est pas moi qui dis ça, c'est le dictionnaire et c'est la définition des génocides dans la loi internationale. Donc tout simplement ce qui est en train de se passer, que c'est un acte de génocide. Donc, si on ne pourrait pas accepter ce qui s'est passé en Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale, si on ne peut pas accepter ce qui s'est passé en Afrique il y a quelques années, si on ne peut pas
accepter ce qui était l'apartheid qui était dans l'Afrique du Sud, il n'y a aucune raison pourquoi on peut accepter une direction pareille. Ce que j'aime bien, que la définition est énormément claire. C'est aussi simple que je vais prendre cette population, la faire sortir de son terrain, et ils vont jamais avoir le droit de retourner. C'est la définition tout à fait, tout directement de génocide. Donc ça, c'est complètement inacceptable. L'humanité et la diplomatie internationale doivent tout simplement se demander une toute petite question. Est-ce que vraiment on croit dans les lois internationales on est en train de parler avec, on est en train d'éduquer, tout ce qu'on est en train de faire, d'apprendre les étudiants dans les universités quand ils étudient les sciences politiques, où c'est devenu, il n'a plus aucun besoin maintenant de faire tout ça, et c'est devenu tout simplement une question de force, une question de pouvoir, et comme les Américains quelquefois disent, because I can, parce que je peux. Est-ce que c'est devenu à ça? Est-ce que c'est ça le monde qu'on veut y vivre? Est-ce que c'est ça le monde qu'on veut laisser à nos enfants, nos grands-enfants? Ça, c'est une question que malheureusement très peu de gens, ou très peu disons, des entités diplomatiques qui osent demander cette question. Est-ce que c'est une question de force, point final, ou il y a toujours de la justice, on peut toujours comprendre les choses et avoir des opinions différentes d'un côté que l'autre. Ça, c'est parfaitement OK, c'est la nature des choses. Mais littéralement, je veux prendre le peuple, le faire sortir. Et où est-ce qu'ils vont aller, ça c'est une autre histoire. C'est avec une priorité tout à fait secondaire qu'on va leur trouver une place à leur loger. Ça va être l'Égypte ou la Jordanie, peut-être l'Arabie Saoudite. Ou ailleurs. Ils ont parlé de l'Arabie, mais ils ont même parlé de l'Allemagne. Il y a quelqu'un qui a mentionné l'Allemagne, il y a quelqu'un qui a mentionné l'Indonésie. Donc c'est n'importe où, mais ils vont sortir d'ici. Et ça y est, c'est fini. Ils ne vont plus avoir le droit de retourner. La question aussi, c'est quelles sont les règles de jeu qu'on est en train de mener? Est-ce que vraiment il y a de la loi internationale? Est-ce qu'on a des organisations internationales qu'on y croit toujours? Ou c'est devenu une question de force et le plus fort il règne et c'est ça. Donc ça, c'est la très grande point d'interrogation qu'on doit adresser comme des êtres humains qui sont en train de vivre sur cette planète. Et quel est votre commentaire concernant le sommet de la Ligue arabe qui va être tenu en Égypte le 27? Le 25, oui. Je pense que c'est très important. Et je pense qu'il y a une dimension qu'on doit souligner. Peut-être que la plupart des pays arabes, et ça c'est une réalité, ne sont pas si forts militairement parlés que peut-être les États-Unis ou le NATO. Mais quand même, on a une volonté et on doit déclarer ça. Et si on regarde dans l'histoire, qui n'est pas très loin, depuis 1806, le temps de Muhammad Ali, on voit comment et qu'est-ce qui s'est passé, et comment l'Égypte, des dizaines ou des fois ou même plus, a exigé que la décision égyptienne, c'est ça ce qui va se matérialiser contre les grands pouvoirs internationaux. Même quand ils sont changés, à l'époque c'était la France et l'Angleterre, et ça a changé, c'est devenu l'Union soviétique et l'Amérique. Mais donc même avec cette évolution depuis 2 siècles, on a eu pas mal de positions internationales où on a dit que la volonté égyptienne c'est ça, et on va la faire, on va pas, comment dire, subir à l'atrocité ou les forces militaires.
On a payé un prix, c'était pas gratuit. On a payé un prix pour avoir cette position, mais c'est comme ça toujours dans la vie. Il n'y a rien qui est gratuit. On doit payer pour le prix ou les prix, si vous voulez, de notre position. Ce qui est très intéressant cette fois, qu'on trouve pas mal de pays européens qui vraiment, aujourd'hui, cet après-midi, j'étais en train de regarder l'Allemagne. Elle démonte, elle est 100% contre la position américaine et les Allemands, c'est eux qui disent que c'est hors question d'accepter ce qui est proposé par l'administration américaine. Est-ce que c'est un refus politique? Parce que c'est l'Amérique qui va entrer à Gaza et c'est pas l'Allemagne, ou bien c'est par humanité? Je pense pas que l'Allemagne avait des désirs ou une volonté de rentrer en Allemagne. À Gaza. À Gaza, pardon. Oui. Et donc je pense que, tout à fait, l'Allemagne c'est un des pays qui ont été affectés le plus dans le monde de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, donc je pense qu'ils ont vraiment vécu cette histoire et ils peuvent très facilement ou très simplement, ils sont le plus proches pour comprendre qu'est-ce que ça peut dire pour une population comme la population palestinienne et surtout pour la stabilité de la région. La Ligue arabe a estimé hier que les propos de Benjamin Netanyahou traduisent une déconnexion complète de la réalité. Et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulgheid, a déclaré que la logique, il l'appelle logique, est inacceptable et déconnectée de la réalité. Comment vous voyez ces déclarations et est-ce qu'on va assister à une session différente cette fois-ci pour la Ligue arabe ou bien ça va être comme toujours? Je ne suis pas surpris honnêtement parce que Netanyahou, il vient de l'extrême droite. Et c'est très normal qu'il y ait une position pareille. Oui. La surprise ne vient pas de la position du gouvernement qui est la plus extrême dans l'histoire d'Israël. C'est pas ça qui nous surprise. La surprise vient vraiment de la position des États-Unis. C'est ça où on est un peu déçu, si vous voulez. Là, je pense que il y a eu des déclarations qui si je ne me trompe pas, sont venues des États-Unis, il y a pas mal de pays arabes qui vont accepter ou ils sont en train d'accepter la proposition que les Palestiniens quittent leur territoire. Donc je pense que c'est très important comme réponse à une déclaration pareille que la Ligue arabe se réunisse et elle déclare que c'est hors question d'accepter une résolution pareille pour la cause palestinienne. Et quel est le poids international d'une telle déclaration de la Ligue arabe ces jours-ci? Une deuxième fois, ça dépend quel genre de mesures on utilise. Est-ce qu'on utilise la logique, le nombre de pays, le nombre de citoyens, ou est-ce qu'on utilise tout simplement la force militaire pour décider le poids? C'est ça qui fait toute la différence. Et je pense que c'est ça le centre des agréments ou la différence de direction entre les pays arabes et Israël notamment et les États-Unis. Et la force économique, elle constitue, à votre avis, en tant qu'expert, combien de pourcentage? C'est très important, mais on ne peut pas oublier aussi que les États-Unis est l'économie la plus importante dans le monde. Donc, on a deux directions et c'est cela qui donne disons le courage, si vous voulez, c'est ce qui donne l'énergie pour qu'il déclare ou il demande ce genre de déclaration parce que les États-Unis c'est la force militaire la plus forte sur la planète et aussi c'est la force économique plus importante dans le monde. Donc ils ont les deux.
c'est vrai que on a l'Arabie Saoudite qui est un pays assez riche, mais si on rentre un peu dans le détail, on trouve que l'Amérique est beaucoup plus riche que l'Arabie Saoudite, beaucoup plus. Et si on rêve d'une union entre les pays africains, les pays arabes, peut-être aussi la Russie, pour constituer une façade économique plus forte que les États-Unis, est-ce que ça va On ne doit pas aider? rêver beaucoup parce que il y a un plus ou moins qui est le forum de BRICS. Oui. Et je pense que dans le corps, c'est ça qu'il cherche, mais ça va avoir pas mal de défis et ça va prendre pas mal de temps pour être présent sur le terrain vraiment. On a vu la déclaration même du président Trump qui a dit que si jamais le BRICS ose d'avoir une nouvelle monnaie commune entre ces pays, je veux imposer pas mal des sanctions sur les pays qui partagent dans une décision pareille. Donc là, ça va être dur. Peut-être qu'on peut y arriver, mais ça va prendre pas mal de temps. Minimum, je pense, question de 10 ans. La Chine est un contrepoids économique contre les États-Unis, mais la Chine aussi il y a une relation qui est très intéressante entre la Chine et les États-Unis, parce que la Chine est aussi très impliquée dans l'économie américaine. Oui. La Chine est le pays qui a le plus nombre de T-bills, le dette américain, oui. c'est chez les Chinois. Donc, c'est pas dans l'intérêt chinois de voir l'économie américaine souffrir, parce qu'ils vont par conséquent souffrir. Mais il a aussi. déjà commencé à s'attaquer aux Chinois avec les sanctions et les nouvelles lois. Pour commencer avec, il est en train d'attaquer pratiquement tout le monde. Oui. Mais on parle de la Chine maintenant, parce que si on va parler de tout le monde, on va rester 4 heures ou 5 heures peut-être. Donc là, on peut pas... On doit voir entre les lignes, on doit lire entre les lignes un peu, parce que quand on voit Elon Musk qui est en train de jouer un rôle très important dans l'administration présente, et ce qui est Elon Musk? Elon Musk, c'est la personne qui a Tesla. C'est quoi Tesla? Ce sont les voitures électriques. Ok. Donc, on peut comprendre le lien et la relation entre que la Chine était en train d'envahir les États-Unis par ses voitures électriques, et là, ça avait une réaction où ça, disons, une perte d'opportunité perdue pour Tesla. Et là, on voit la réponse à travers les sanctions de Donald Trump. Ce ne sont pas des sanctions, comme vous parlez, ce sont des tarifs imposés. Mais donc, on peut toujours importer des voitures électriques chinoises en Amérique, mais ça, ils vont seulement coûter un peu plus cher. Là, le consommateur américain va avoir une autre option, c'est d'acheter le Tesla qui est fabriqué en Amérique à un prix moins cher. Donc là, il y a un jeu qui se passe dans le background un peu pour aider quelqu'un qui est en train de jouer un rôle très important dans l'administration présente. Une deuxième fois, on peut poser un grand point d'interrogation. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ce qui est en train de se passer, est-ce que même si on parle du point de vue du consommateur américain, est-ce qu'on est en train de faire le maximum pour le bien du consommateur américain, ou il y a quelqu'un qui est vraiment en train de profiter de sa position dans cette administration pour imposer des tarifs pareils. Et on retourne à la position claire et ferme de l'Égypte. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a réitéré la position égyptienne, rejetant fermement toute proposition impliquant la déportation du peuple palestinien de ses terres. Les chefs du gouvernement et de la diplomatie égyptienne réaffirment la volonté de l'Égypte d'entamer la phase de reconstruction de la bande de Gaza afin de la rendre vivable pour ses habitants. Et voici un compte rendu.
Les chefs du gouvernement et de la diplomatie égyptiens réaffirment la volonté de l'Égypte d'entamer la phase de reconstruction de la bande de Gaza afin de la rendre vivable pour ses habitants. L'Égypte est fermement résolue à coopérer avec les partenaires régionaux et internationaux pour la reconstruction de Gaza, a déclaré le Premier ministre Mustafa Madbouli lors d'une réunion avec son homologue palestinien Mohamed Mustafa jeudi. L'Égypte mobilisera toutes ses capacités pour la reconstruction de la bande de Gaza, a affirmé Madbouli en soulignant le potentiel et l'expertise des entreprises égyptiennes dans ce domaine. Le chef du gouvernement égyptien a réitéré la position égyptienne, rejetant fermement toute proposition indiquant la déportation du peuple palestinien de ses terres. L'Égypte soutient indéfectiblement les droits légitimes du peuple palestinien, en particulier son droit à l'autodétermination et à l'indépendance dans les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, a souligné Madbouli. De son côté, le Premier ministre palestinien a salué l'Égypte pour son soutien de la cause palestinienne durant des décennies, ainsi que pour l'aide humanitaire qu'elle fournit depuis le début de la guerre contre Gaza le 7 octobre 2023. Il a ajouté que l'autorité palestinienne était en train d'évaluer l'étendue et l'ampleur des destructions causées par la guerre dans la bande de Gaza, ainsi que les besoins en matière d'aide humanitaire en coordination avec plusieurs institutions internationales. Il a également affirmé que le gouvernement palestinien coopérerait avec l'UNRWA au service des réfugiés dans la bande de Gaza. Mesdames et messieurs, après les déclarations fermes du Caire et de Amman concernant les déplacements forcés des Palestiniens de chez eux, du président américain Donald Trump, et Donald Trump a commencé à parler de l'Arabie Saoudite. Il veut déplacer les Palestiniens en Arabie Saoudite. Pourquoi il a choisi l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'était Donald Trump ou Netanyahu qui a dit ça? Parce que si je ne me trompe pas, c'était Netanyahu. Okay. Pourquoi on a choisi l'Arabie Saoudite? Non, il n'était pas sérieux. C'était une façon pour se moquer un peu de la position qui est sortie, parce que l'Arabie Saoudite était énormément active, et à 4 heures du matin, ce qui est une première, hein, à 4 heures du matin, le ministère des Affaires étrangères saoudien a fait sortir une position assez robuste, assez ferme, pour dire que ce qui est en train de se passer ou ce qui est en train d'être demandé n'est même pas négociable en principe. Et donc là, je pense que Netanyahu a pris la position de se moquer, dire ok, pourquoi ne pas les mettre en Arabie Saoudite, vous avez beaucoup de terrain pour accommoder les Palestiniens. Ce que, dans les trois propositions, l'Égypte ou la Cisjordanie ou l'Arabie, c'est pas la question de destination, parce que malheureusement, je pense que le président Trump est en train de il essaye de résoudre l'histoire comme c'était une question de logement, c'est une question de place, où est-ce qu'ils vont habiter. Et son background est déjà dans les immobiliers, donc c'est pas une question d'immobilier, de trouver une place. Et c'est ça aussi, notamment, c'est la position de l'Égypte. L'Égypte, physiquement, peut accepter, ou peut avoir, ou peut accommoder 1 million de personnes. On a déjà 10. Hein. Si on va ajouter un autre million, c'est pas le fin du monde pour nous. Mais c'est pas ça la question en cause ici. La question en cause, si les Palestiniens, pour la deuxième fois après 1948, vont quitter leur pays, ils vont jamais y retourner. Et là, c'est un point final, on tourne la page pour la cause palestinienne. C'est ça que l'Égypte... Et donc on tourne la page aussi à la solution de 2 États. La deuxième va aller pour qui s'il n'y a plus de Palestiniens? Au revoir l'État palestinien. Absolument, au revoir les Palestiniens. C'est ça que je retourne de la définition de génocide. C'est essayer, c'est pas seulement tuer, hein, c'est faire saisir et arrêter la race palestinienne, si vous voulez. Donc là, c'est
clair et net, c'est du génocide de premier degré. Donc là, on peut comprendre pourquoi l'Égypte prend une position assez ferme sur cette histoire. Une deuxième fois, c'est pas où on peut loger, si on peut loger 1 million ou non, parce qu'on a de nos confrères soudanaises, on a plus qu'1 million, les Syriennes, il y a plus qu'1 million. Aussi, les Irakiens. Donc ça, on peut les accommoder. C'est pas la question d'1 million, 1 million sur 120 ou 115, c'est pas grave. C'est pas le fin du monde. Mais c'est pas ça le problème. Mais c'est pas ça le problème. Le problème que ils ne peuvent pas quitter. Et le logique que j'arrive pas à suivre, honnêtement, je trouve que c'est même rigolo, que les conditions maintenant à Gaza ne sont pas convenantes pour que les gens y logent. Oui. Donc on les fait sortir. Mais attendez, mais pourquoi on est arrivé là? Donc, d'un côté, on est en train de le bomber, on est en train de le tuer pour presque 15 mois, ou essayer de le tuer. On a presque 45 000 morts. Et on s'est arrêté un peu à Gaza, on a commencé à la Cisjordanie. Oui, mais 45 000 morts jusqu'à maintenant. Et puis, on dit que la qualité de vie n'est pas exemplaire. Mais je n'arrive pas à suivre les logiques. Ça n'a pas de sens vraiment. Donc là, c'est dommage parce que une des choses qui est très positive pour le président Trump, il fait ce qu'il dit. Ok, ça c'est très bien. Mais là, malheureusement, il est en train de partir dans la mauvaise direction. Donc si jamais, et j'espère qu'avec la diplomatie et d'autres moyens et la communication continuelle, on peut lui faire expliquer l'histoire, parce que lui, une autre fois, de son background, il n'a pas... Une deuxième fois, il est en train d'essayer de résoudre ce problème d'une façon comme il était en train de résoudre une histoire d'immobilier. Si on lit son histoire, on comprend comment il a commencé de rentrer, de construire des super classes habitages dans des endroits qui étaient à l'époque très pauvres à New York. Et là, il est en train d'utiliser le même logique, ok? Je veux que... C'est la logique des hommes d'affaires, je crois. Oui, qui est normalement... C'est pas une logique politique. Absolument, et surtout pas historique. Surtout pas historique. Donc, je ne suis pas sûr qu'il a bien lu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1907 jusqu'à on est arrivé à où nous sommes aujourd'hui. Et là, ce qui était un peu triste à voir aussi, la façon avec laquelle il était assis sur son bureau, et il a dit que son stylo c'est comme Israël et le bureau c'est comme le Moyen-Orient, donc ça c'est trop petit, on doit faire quelque chose à propos de ça. Donc c'est le processus de son logique, c'est pas le bon processus, et c'est dommage parce que je pense que c'est quelqu'un qui pourrait aider à changer le status quo très différemment de son prédécesseur, mais il est mal briefé, si vous voulez. Donc je pense qu'il va avoir une visite du roi de Jordanie prochainement, et puis ça va être, si je ne me trompe pas... Dr Badr est à Washington depuis hier, il essaye de faire des consultations avec l'administration américaine concernant ce sujet. Et d'autres sujets aussi. C'est en préparation peut-être d'une visite de président Sisi aussi. Donc j'espère qu'on puisse faire passer le message ou comment dire, on arrive à une compréhension de ce qui est en train de se passer. Parce que la façon avec laquelle ils sont en train d'essayer de gérer ça, c'est trop superficiel. C'est de la logique exactement d'un homme d'affaires d'immobilier. C'est pas la question. Il ne comprend pas les dimensions historiques, religieuses, sociales et même économiques derrière tout ce qui est en train de se passer. Oui. On va parler maintenant des aides et l'acheminement des aides au peuple gazaoui.
devant le poste frontière de Rafah, une semaine après le début du cessez-le-feu, le 19 janvier. L'activité est intense. Ce passage reliant la bande de Gaza à l'Égypte est une véritable bouée de sauvetage pour les habitants de Gaza. Côté égyptien, le mouvement est continu du jour comme de nuit pour fournir le soutien nécessaire aux habitants de l'enclave palestinienne. Et on va savoir plus dans ce compte-rendu. Au poste frontière de Rafah, les efforts des équipes du ministère de la Santé, du gouvernorat du Nord Sinaï, du ministère de la Solidarité sociale et du Croissant Rouge égyptien convergent pour faciliter l'entrée d'une grande quantité d'aide humanitaire et de carburant. Camions chargés de denrées alimentaires, d'eau potable, de couvertures, de tentes et de carburant sont alignés devant le poste attendant leur tour pour franchir la frontière. Depuis la réouverture de la frontière, 1800 camions d'aide humanitaire et 170 camions citernes transportant du gaz naturel, de l'essence et du diesel sont passés à Gaza. Les passages commencent à 5 heures du matin et se poursuivent sans interruption toute la journée. Plus de 1200 bénévoles travaillant en rotation veillent à ce que l'aide soit acheminée efficacement. Les responsables égyptiens affirment que le poste de Rafah fonctionne à pleine capacité et que tous les préparatifs nécessaires ont été accomplis. Des équipes médicales sont également présentes pour accueillir les blessés palestiniens. L'Égypte continue à déployer des efforts diplomatiques et humanitaires pour soutenir la cause palestinienne depuis l'instauration du cessez-le-feu jusqu'à la livraison massive d'aide humanitaire et de carburant. Les camions traversent régulièrement le poste de Rafah pour livrer leur cargaison à Gaza avant de revenir vides pour être à nouveau chargés. Non loin de là, les ambulances et les équipes médicales sont en attente au poste de Rafah, prêtes à accueillir les blessés palestiniens. Dans les hôpitaux du Nord Sinaï et dans les établissements universitaires égyptiens, c'est la même mobilisation. Tout est mis en œuvre pour accueillir les blessés et les malades palestiniens, pour leur prodiguer les soins nécessaires et leur offrir un soutien médical de qualité. Les camions citernes transportant du carburant à destination de la bande de Gaza reviennent après avoir livré le carburant. Les chauffeurs expriment leur immense satisfaction après avoir constaté la reprise des activités dans les hôpitaux de Gaza grâce au rétablissement de l'électricité. Vêtus de leur uniforme rouge, les membres du Croissant Rouge égyptien sont omniprésents et en activité constante. Plus de 1200 volontaires opèrent dans le gouvernorat du Nord Sinaï. Certains sont affectés aux entrepôts logistiques de Rafah, situés à quelques mètres du poste frontière, tandis que d'autres travaillent dans les entrepôts d'El Arish. Et on continue avec notre invité, Dr Ahmed El Yassine Nassif, qui est écrivain et consultant international en économie et gestion. Alors, l'acheminement des aides à Gaza passe forcément par l'Égypte. Comment vous voyez le rôle joué par l'Égypte depuis des années, pas seulement depuis octobre 2023? Je pense que ça, c'est la réponse très claire à toutes les accusations que l'Égypte a reçu, que c'était nous qui est derrière le découpage de fournir ou l'arrêt de fournitures pour la nourriture, oui, l'essence et tout à la bande de Gaza. Donc là, le preuve, ça se voit sur les caméras, ça se voit dans les milliers de jeunes Égyptiens qui sont en train de travailler pour que les aides arrivent à nos confrères. Il y a 1200 bénévoles. Absolument. Oui. Donc, je pense que la réponse est très claire. Ces attaques, malheureusement, ne vont jamais s'arrêter, mais le preuve est là. On voit la réalité sur le terrain et on n'a plus à dire que regardez ce qui est en train de se passer. Ça, oui, c'est la meilleure réponse qu'on peut faire. Et reste une dernière question. Qui va payer la facture de la reconstruction de la bande de Gaza? Les pays arabes, l'Europe, les États-Unis, Israël? Qui va payer cette facture? Pour commencer avec, Israël ne paye jamais rien. Donc ça, on le met de côté pour commencer avec. Via les États-Unis, peut-être? Eux, ils ne payent jamais rien. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, ça dépend profondément
la reconstruction va être pour quel but? Dans quelle direction? Je parle de la reconstruction légitime, la reconstruction pour les Palestiniens, pas pour la Riviera des États-Unis. Est-ce qu'on n'est encore pas arrivé là? Et donc, avant qu'on se demande la question économique, on doit avoir l'accord politique. Donc, jusqu'aujourd'hui, la position des États-Unis, c'est qu'ils veulent que ce soit un Nouvelle Riviera, que ce soit une zone touristique dans le Méditerranée. J'espère que, bien sûr, on ne va pas se permettre permettre à ça de se passer. Oui. Il y a aussi des plus dans une vision pareille, parce que pourquoi pas ne pas faire tout ça avec les Palestiniens? Peut-être oui que le Gaza peut se développer pour être une attraction touristique avec les Palestiniens sur place. Oui. On ne doit pas déporter ça sera un compromis entre les deux idées. Pourquoi pas? Donc la question, c'est très difficile à répondre aujourd'hui parce que on n'est pas vraiment sûr de qu'est-ce qui va se passer et c'est quoi va être l'accord final pour la reconstruction. Si on va reconstruire, mais juste une petite remarque ici, je ne pense pas que personne va reconstruire quelque chose avec une menace que les Israéliens vont venir dans quelques semaines et tout détruire. Oui. Donc on doit avoir une solution un peu long terme. Et Donald Trump a dit ça. Il a dit si les Palestiniens restent, si la reconstruction commence, on va voir le même scénario. Il l'a dit, franchement. Qu'on ne peut pas accepter. Donc, et c'est d'ici que l'idée de 2 étapes et avoir, même si l'État palestinien ne va pas être armé, ne va pas avoir une armée ou une force militaire, mais au moins que ça devient un État digne, bien reconnu. Donc là, il y a pas mal de choses qu'on doit résoudre avant qu'on voit ou discuter qui est-ce qui va payer la facture. Les Occidentaux pleurnichent toujours. Est-ce qu'Israël n'a pas le droit d'exister et la Palestine, elle n'a pas le droit d'exister? C'est ça la question la plus importante. Je pense que même la vérité des choses, que les deux côtés, les Palestiniens, les Israéliens, les Occidentaux, les Orientaux, les deux côtés doivent être capables de voir la vérité sur le terrain, que aucun de deux forces a assez de pouvoir pour éliminer l'autre complètement. Donc, ni le droit, bien sûr. Donc, ils doivent trouver une formule avec laquelle ils peuvent coexister. Oui. Qui est très difficile pour quelqu'un comme Hamas, aussi avec la même difficulté dans quelqu'un du côté d'Israël. Oui. Mais la vraie solution, c'est la coexistence. Et là, il y a un trajet assez important à faire sur la voie politique et diplomatique pour y arriver, Inch'Allah. Inch'Allah. Espérons pour le mieux. Docteur Ahmed El-Lessi Nassef, je répète que vous êtes écrivain et consultant international en économie et gestion. Merci pour vos éclaircissements. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui, ce soir, dans le studio. Merci à vous, madame. Mesdames et messieurs, c'était tout pour notre débat en direct pour ce soir. À la prochaine.